Dans la plupart des villages d'Indonésie, le riz demeure la principale culture. Au rythme des saisons, les paysans sèment et récoltent cette céréale essentielle. Mais une autre plante est tout aussi importante pour les Indonésiens. Cette plante, c'est le rotin. Les longues cannes blanches ou dorées sont, avec le bambou, une source de revenus importante pour les travailleurs de la région. Les femmes, les hommes et les enfants travaillent sans relâche dans les petits ateliers. Leurs mains expertes sablent, refendent, tressent et courbent les cannes pour en faire une variété d'objets. Des meubles, des manches d'outils, des hamacs. Tout ou presque peut être fabriqué de rotin. Depuis des générations, les hommes parcourent la jungle pour le récolter, car il sert non seulement à faire des meubles, mais les paysans en tirent aussi toutes sortes de médecines. La récolte du rotin est une tâche bien désagréable. Pour les paysans, c'est une occupation temporaire qui dure seulement quelques jours quand les récoltes de riz sont achevées. Le travail est difficile et dangereux. Il y a les serpents venimeux et les guêpes. Mais surtout, le rotin est épineux. Les hommes arrachent la plante aux arbres avec un grappin. Parfois, il faut s'y mettre à plusieurs pour tirer la liane des arbres. Les hommes se blessent souvent. Quand le long serpent résiste, il faut grimper pour le dégager à coups de machette. Parfois aussi, les hommes échouent. Il faut alors couper la canne et en abandonner une partie à la jungle. L'écorce de la plante doit être retirée le jour même, avec précaution. Quand le travail est bâclé, les acheteurs rejettent les cannes endommagées, tachées ou infestées d'insectes. Parfois, la moitié de la récolte reste invendue. Après quelques jours de travail dans la jungle, les cannes sont rapportées au village pour être décortiquées. Plusieurs méthodes sont utilisées. Parfois, on fait glisser les cannes entre deux tiges de bambou. Ou bien, on les frappe avec un bout de bois. Ou on les tord, puis on les frotte avec du sable, de la laine d'acier, de la fibre de noix de coco ou de la jute. Le décortiquage se pratique aussi en passant les cannes entre des anneaux de bambou. Les cannes sont ensuite mises à sécher au soleil. Après une semaine, elles prennent une belle teinte dorée. Le rotin de seconde qualité est refondu à la main. Le travail est dur, mais les outils sont bon marché et les acheteurs des usines de tressage paient comptant. Les centres de recherche de la région s'intéressent beaucoup au rotin. Les chercheurs apprennent qu'il fait partie de la famille des palmiers. Certains plants de rotin sont aussi fins qu'un crayon, d'autres aussi gros qu'un arbre. Le rotin atteint parfois la longueur d'un champ de soccer.
Ces épines agissent comme des crochets et permettent à la plante de se hisser aux branches des arbres en quête de lumière. La vie du rotin est intimement liée à la jungle qui l'accueille. Le rotin pousse bien dans les montagnes de l'Indonésie. On le retrouve aussi un peu partout en Asie, depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'est, en passant par la Chine jusqu'à Sri Lanka au sud de l'Inde. Les rives de cette rivière sont un endroit idéal pour le rotin qui apprécie les sols bien drainés, les forêts clairsemées et les parcelles à découvert. Le rotin fait vivre des milliers de familles dans des centaines de petits villages disséminés sur toute l'Asie. Tout comme la plante est cachée dans la forêt, les statistiques de l'industrie sont intégrées à l'ensemble de l'exploitation forestière. Néanmoins, les experts estiment que l'industrie du rotin génère 1 milliard de dollars de revenus chaque année. Une fois récolté, le rotin est transporté par péniche jusqu'au centre de transformation de Taïwan, de Singapour ou de Hong Kong. Là, le traitement se poursuit. On plonge les cannes dans un bain bouillant composé de diesel mélangé à de l'huile de palme ou à de l'huile de noix de coco. Puis, les cannes sont séchées au soleil, lavées et séchées à nouveau. Ce procédé débarrasse les cannes des insectes, des résidus de gomme et des moisissures. La canne traitée est blonde ou légèrement brune, sans tache et douce au toucher. Parfois, les cannes sont traitées avec un fongicide ou blanchies à l'eau de javel. Les cannes de première qualité, utilisées dans l'industrie du meuble, sont réservées à l'exportation. Une fois chauffées, les cannes deviennent flexibles. On fait bien attention de ne pas brûler la tige. Si les cannes sont endommagées ou imparfaites, elles sont pelées avec un couteau, puis chauffées. Elles deviennent alors très flexibles et sont laissées à refroidir dans des moules. Finalement, elles sont peintes ou laquées. La majeure partie du rotin est transformée dans de grandes usines qui emploient des centaines de personnes, comme celle-ci en Chine. Les meubles sont exportés vers l'Amérique du Nord, l'Europe ou le Japon. La demande est si forte qu'il y a surexploitation. Le prix de la canne demeure donc élevé, ce qui encourage les producteurs à replanter. Certains pays, inquiets, ont même interdit l'exportation des cannes. Les forêts qui abritent le rotin sont l'objet d'une surexploitation dangereuse. Les coupes incontrôlées pour l'agriculture ou la récolte de bois précieux ont fait disparaître la forêt et ont rendu presque impossible la reproduction du rotin. En quelques décennies, la jungle a été décimée. La crainte de voir le rotin disparaître a motivé les scientifiques. Vers les années 1970, le Centre de recherche pour le développement international du Canada, le CRDI, a aidé les équipes de chercheurs qui voulaient étudier cette plante. Tout de suite, on s'est rendu compte qu'on connaissait bien mal le rotin et que certaines variétés étaient en danger d'extinction. On a donc commencé par faire un inventaire des essences disponibles. Puis, on a établi des plantations où on a pu conserver une grande variété d'essences. Enfin, on s'est attaqué au reboisement.
La Chine a fait un effort très important. Dans un seul institut du sud de la Chine, à l'Institut de recherche en foresterie tropicale de Guangzhou, on a planté du rotin sur 10 millions d'hectares de forêt tropicale dans 4 provinces du pays. Sur l'île de Hainan, au sud de la Chine, le rotin pousse dans les plantations de bois d'œuvre. À Sabah, en Malaisie orientale, une agence de développement forestière locale essaie de produire des cannes de petite dimension pour l'industrie. Dans la péninsule malaisienne, le rotin trouve un terrain d'accueil dans les plantations d'EVA. Mais les plus importantes concentrations de rotin se retrouvent au centre et au sud du Kalimantan, en Indonésie. Ces plantations ont été établies par des missionnaires le long de la rivière Barito il y a près d'un siècle. Les sols de cette région sont marécageux. Leurs alluvions offrent des conditions idéales pour le rotin. Le manque de semences gêne les efforts de propagation, mais les techniques se raffinent. On sait maintenant où et quand récolter les fruits. Comment récupérer les graines et comment préparer les semences pour alimenter les pépinières. Un an plus tard, au début de la saison des pluies, le rotin peut être transplanté en forêt. L'entretien est ensuite minime. Il faut parfois pratiquer des éclaircies pour laisser pénétrer la lumière ou éliminer des buissons qui étouffent la plante. Certaines essences se reproduisent très difficilement. Les racines sont souvent détruites lors de la récolte. Encore une fois, la science est venue à la rescousse. À l'Institut de recherche forestière de Kepong, en Malaisie, on utilise les méthodes modernes de la culture des tissus. Il s'agit d'une opération délicate. Les graines sont d'abord stérilisées, puis on retire les embryons qui sont conservés dans un bouillon de culture. Quelques semaines plus tard, les premiers plants apparaissent. Certains sont mis en terre, alors que d'autres serviront à produire d'autres graines qui assureront la propagation de l'espèce. Il suffit de couper en petits morceaux les tissus végétaux et de laisser faire la nature. On obtient de merveilleuses petites plantes en tout point semblables à leurs parents. Il suffit ensuite d'alimenter la pépinière. Aux Philippines, à Los Baños, les chercheurs étudient la reproduction du rotin à partir des repousses qui sont récoltées dans les bois, élevées en pépinière, puis transplantées à nouveau en forêt. Des outils sont aussi mis au point, comme ce treuil, qui ne coûte que quelques dollars. Aux Philippines, on met présentement à l'essai une tente qui permet de sécher les cannes en forêt. On perd ainsi moins de tiges, surtout pendant la saison des pluies.
Les recherches portent aussi sur l'industrie. En Chine, on évalue la flexibilité et la résistance des essences pour déterminer les meilleurs usages. Di samping diameternya juga. En Indonésie, les chercheurs et les exportateurs tentent de mettre au point un système de standardisation qui tienne compte des différentes essences et de la dimension des cannes. Semakin luasnya, semakin baik dan kemungkinan banyak fleksibel. En Malaisie, le Centre d'information sur le rotin recueille et diffuse des informations aux chercheurs du monde entier. Un monde qui a bien changé, mais où le rotin continue d'avoir une place privilégiée aussi bien dans l'économie que dans la culture des sociétés du sud-est asiatique. Les chercheurs ont montré les voies du futur pour le rotin. Ils ont éveillé les populations au danger que constitue la surexploitation des ressources des forêts tropicales. Ils ont aussi démontré à quel point la protection de cet environnement est essentielle à la survie de toute une industrie très florissante en Asie. Il faut maintenant assumer des choix politiques, établir des programmes de reboisement énergique et surtout protéger l'écologie des forêts tropicales. Beaucoup reste à faire. Il faut un effort concerté des hommes politiques, des entrepreneurs et des chercheurs de toute la région pour que les paysans continuent à exploiter cette ressource dans le respect de l'environnement. Seule la vigilance peut garantir le maintien de la culture du rotin, cet art qui meuble tous les continents.